Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors jusqu'ici, nous avons parlé du temps mesuré pour une série d'événements qui sont liés, comme la lampe et le flash et le détecteur, ou par exemple le temps que l'on mesurait dans une voiture ou dans un avion avec une seule horloge par exemple. Donc une série d'événements qui se situent en quelque sorte sur une seule ligne temporelle. Et une question qu'on peut poser, c'est: le temps est-il le même partout? Comment préciser ça? Prenons un exemple. Supposons que nous ayons deux horloges, A et B. Nous supposons que ce sont des horloges de haute précision, bien réalisées, qu'on a confrontées, vérifiées, etc., selon les règles dont nous avions parlé. Et on peut les vérifier en les mettant côte à côte. Ensuite, on les déplace avec des vitesses variables, des accélérations variables, des trajectoires variables. La question c'est, donne-t-elle alors encore le même temps? Alors tout d'abord, il faut vérifier, par tout moyen disponible, que ces horloges sont suffisamment robustes pour supporter les accélérations, par exemple, qu'on va leur faire subir. Donc, on supposera toujours dans la suite qu'on a vérifié, on a fait subir des tests à ces horloges pour vérifier qu'elles ne sont pas perturbées par les accélérations qu'elles vont rencontrer durant une expérience. Et ensuite, on supposera toujours cela. Et il faut aussi pour les comparer, il faut au moins les synchroniser au départ. C'est le principe des deux personnes qui disent: donnez-nous rendez-vous dans 2 heures, par exemple à 14 heures, il est midi, synchronisons nos montres pour être sûr d'être à l'heure au rendez-vous. Donc au départ, on va synchroniser nos deux horloges côte à côte. C'est l'histoire du T égale 0. Donc on choisit de les démarrer ensemble, côte à côte, avant leur voyage. Ensuite, elles font 2 voyages quelconques, et puis on va les comparer au bout de ce voyage. Alors comment? Il y a 2 possibilités. Le plus simple, c'est de se dire, ramenons-les à un même endroit, l'une à côté de l'autre. On peut alors les comparer directement. On peut aussi, si elles sont au final des endroits différents, on peut imaginer, à ce moment-là, échanger un signal dont on a mesuré la vitesse au préalable. Par exemple, un signal fait d'ondes radio, dont on peut mesurer la vitesse simplement en effectuant des signaux qui font des allers-retours sur une distance que l'on a mesurée. Quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est que ces 2 horloges continuent à indiquer la même heure. Attention, c'est vrai dans certaines limites que nous allons préciser tout de suite. Mais dans ces limites-là, elles indiquent la même heure. En physique classique, le temps est considéré comme absolu, universel, variant de la même manière, le temps qui s'écoule de la même manière partout. C'est le temps absolu de Isaac Newton, tel qu'il l'a décrit dans son œuvre Les Principia. Les Principia, où il a décrit ce temps absolu. Le temps est vu comme une espèce d'horloge universelle, une seule horloge, unique, une horloge non pas humaine, mais une horloge de la nature, qui dicte le temps. Et ce temps, c'est celui qui s'applique à un être humain, à une voiture, à un avion. C'est le même temps pour tout et pour tous, quelle que soit leur position et quelle que soit leur vitesse. C'est le même temps dans tout l'univers. Et ceci est bien vérifié dans le domaine de validité de la physique classique. C'est-à-dire pour des vitesses de nos horloges qui sont petites devant la vitesse de la lumière, pour des gravités subies par les horloges A et B qui sont identiques ou pas trop différentes.
la gravitation change selon les lieux et l'altitude. Dans une certaine mesure, sur Terre, sur le sol, la gravité varie relativement peu. Aussi, également, une autre limite, c'est, mais il ne faut pas que tes horloges soient situées à des très grandes distances. Quand je parle de grandes distances, je parle de distances dans l'univers, d'immenses distances. Ces limites, évidemment, dépendent de la précision expérimentale. Par exemple, les GPS, le système GPS, que nous connaissons tous bien maintenant, beaucoup l'ont dans leur voiture, utilise des satellites, une constellation de satellites équipés avec des horloges atomiques. Et le GPS est extrêmement précis, à tel point qu'il faut tenir compte des effets de la relativité et des effets dus au fait que le satellite est très haut dans le ciel et à cette altitude, non seulement le satellite se déplace vite, mais la gravité y est différente de la gravitation, de la gravité au sol. Mais au sol, et disons avec des montres de bonne qualité, de bonne précision, il n'y a aucun souci, on est dans ce domaine de validité. La formulation des lois physiques en physique classique, la formulation mathématique, va donc utiliser un t, notre variable qui donne la valeur du temps, un t unique, indépendant du lieu et sans devoir préciser les conditions dans lesquelles le temps est mesuré, puisqu'il est le même en toutes circonstances et pour tous. On retrouve ainsi, dans la physique classique, des théories telles que la mécanique classique de Newton, la mécanique des fluides, la physique des matériaux, du moins pour ce qui est de la résistance des matériaux, élasticité, etc. La gravitation newtonienne, donc la fameuse loi de gravitation universelle, etc. Il y a donc tout un domaine. J'ai moi-même fait des études d'ingénieur et la grosse majorité des domaines qu'on étudiait, sauf quand on descendait à l'échelle atomique, au niveau où la mécanique quantique devient indispensable, mais la grosse majorité des sciences que j'ai étudiées, des techniques, se rapportaient à la physique classique. Celle-ci est abondamment utilisée dans l'industrie et dans tout ce qui nous entoure. L'essentiel de la vie et de la physique au quotidien fait partie et est décrite par ces théories, par la physique classique. L'eau qui coule, la météo, le fonctionnement des voitures, tant leur cinématique, leur déplacement, que la mécanique de leur moteur, moteur thermique ou moteur électrique, etc., c'est de la physique classique. L'électronique, c'est un peu différent. Mais pour le reste, c'est de la physique classique. Notons un point important. Toutes les lois pour les théories de physique classique que je vous ai citées sont réversibles. C'est-à-dire que si on change la variable t par moins t, ce qui équivaut à renverser l'écoulement du temps, du futur vers le passé, alors on retrouve les mêmes lois physiques. Mathématiquement, elles sont inchangées. On dit que la théorie est invariante par renversement du temps. Plus prosaïquement, bien sûr, on ne remonte pas le temps, c'est simplement si on a un système physique décrit par une loi physique réversible, alors si une solution allant de A vers B, par exemple, je jette une pierre en l'air, elle décrit une parabole du point A vers le point B, alors la solution renversée dans le temps est également une solution. Donc, une pierre jetée du point B revenant au point A selon la même trajectoire, en renversant simplement la vitesse. Donc, beaucoup de la physique classique et tous les cas que je vous ai cités sont dans cette situation. Et, par exemple, les mouvements périodiques, comme le pendule, dans un sens, mais aussi dans l'autre, comme dans les horloges. La rotation des corps, par exemple, les planètes
peuvent tourner autour d'une étoile dans un sens ou dans l'autre, ou sur elle-même dans un sens, dans l'autre, même dans n'importe quelle direction d'ailleurs. Même si les conditions avec lesquelles se forment les planètes, en même temps que leur étoile, leur donnent un sens privilégié dans notre système solaire, toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le même sens, parce qu'elles sont toutes nées en même temps. Mais il peut y avoir par exemple de petits astéroïdes qui vont en sens inverse. Mais force est de constater qu'il existe des exceptions. Des cas où les phénomènes ne sont pas réversibles. Par exemple, les frottements. Quand on lance une bille sur un tapis, les frottements sur le tapis font que la bille roule et puis s'arrête, mais jamais elle ne fait l'inverse, jamais elle n'est immobile et démarre spontanément pour accélérer toute seule. La chaleur aussi. La chaleur va toujours spontanément, si on ne fait rien pour en empêcher ou pour faire le contraire, la chaleur va toujours spontanément du chaud vers le froid. Et pas l'inverse. Donc on reviendra sur ces phénomènes. Ces phénomènes que l'on qualifie souvent de phénomènes dissipatifs. Le frottement, par exemple, est irréversible parce qu'en réalité, dans sa description classique, on ignore les détails microscopiques. C'est dû à toutes les petites aspérités, les petites déformations, les petites bosses du tapis, des fibres d'une surface solide. Ça peut être une surface solide sur laquelle on fait rouler une bille, mais une surface solide n'est jamais infiniment lisse. Il y a toujours des petites aspérités, et évidemment tout ça s'accroche, se cogne, se touche, et donc provoque un ralentissement. Si on fait une description plus globale, qui va jusqu'à la description microscopique, on doit quitter le domaine de la physique classique, parce que si on passe aux atomes, il faut la mécanique quantique, mais tout redevient réversible. En général, les phénomènes sont irréversibles parce qu'on ignore les détails. Mais nous reviendrons sur cet aspect de l'irréversibilité. Pour le moment, considérons que tout est réversible, même si le fait est que ces phénomènes irréversibles sont abondants. Un verre que l'on laisse tomber qui se casse, un plongeur qui saute dans un bassin, l'eau qui s'écoule d'un robinet, tout ça est irréversible. Et si on fait un film de ça et qu'on passe le film à l'envers, c'est assez comique. Le type qui sort de l'eau et qui retombe ses pieds sur le plongeoir, le verre qui se reconstitue, ou l'eau qui remonte, des gouttes d'eau qui remontent à l'intérieur du robinet, tout ça a fait un effet comique parce que ce n'est pas le sens naturel. Ces phénomènes-là ne se produisent pas dans ce sens-là. Mais nous considérons ici uniquement les cas réversibles pour le moment. Tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'en effet, il existe un sens privilégié du passé vers le futur, qu'on nous montre tous ces phénomènes, qu'il est évident. Par exemple, notre simple esprit, notre mémoire. Nous avons la mémoire du passé par la mémoire du futur. Pour le futur, nous faisons des prévisions. Nous ne prévoyons pas le passé, il est déjà passé. Donc, ce déséquilibre passé-futur est flagrant. Mais à ce stade où nous en sommes là, nous, maintenant, à propos du temps, c'est assez étrange et inexplicable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les lois de base sont réversibles. Donc, on reviendra là-dessus en profondeur. Voilà, alors pour la physique classique, c'était assez simple. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons à un échelon de difficulté supérieure. Nous parlerons de la relativité restreinte. Je vous remercie.